Il l'a dit comme s'il commandait à emporter. Sans hésitation, sans honte. 80% pour l'avenir de Rai. 20% pour ton père. C'est aussi simple que ça. La cuisine était silencieuse, à part le tic-tac de l'horloge et le robinet qui goûtait lentement celui que je lui avais demandé de réparer il y a 3 mois. Thomas s'était appuyé sur sa chaise, les mains croisées sur son ventre comme un roi réglant ses dettes. Rai était quelque part au fond du couloir, probablement au lit, casque sur les oreilles, en train de faire défiler des baskets qu'il ne pouvait pas s'offrir, du moins pas avec l'argent qu'il gagnait lui-même. J'ai regardé mon père. Même t-shirt taché, même petit sourire plein d'attente. J'ai remué mon café sans rien dire pendant un long moment. Il pensait que je calculais, que j'allais protester, peut-être négocier. Au lieu de ça, j'ai ri. Un rire sec, soudain, qui m'a même surprise. Il a cligné des yeux. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai essuyé le coin de mon œil. Rien, ai-je dit. Juste que je vous ai donné le meilleur de moi pendant des années. Mon temps, mon argent, mon silence. Et maintenant, vous pensez pouvoir me diviser comme une liste de courses. Thomas s'est redressé. On est une famille. Ton frère doit aller à l'école. Moi, je dois faire tourner cette maison. Ce n'est pas si compliqué, Isla. Tu as largement assez. Et non, ai-je dit en me levant. Vous avez déjà eu plus qu'assez de moi. J'ai pris ma tasse et je suis allé vers ma chambre. Derrière moi, sa voix m'a suivi. Tu fais du drame. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais pas la scène. Dans ma chambre, j'ai ouvert le placard et sorti une valise. Pas parce que je partais ce soir-là, mais parce que quelque chose avait changé. Pas une flambée de rage, non. Quelque chose de plus froid, plus stable. Le genre de sentiment qui ne s'éteint pas. Le genre qui se transforme en action. Je l'ai refermé et laissé près de la porte. À ce moment-là, j'ai su que le prochain chapitre de ma vie ne serait plus une question de rester. Ce serait une question de me souvenir du moment exact où j'ai cessé de demander la permission de partir. La nuit où ma mère est partie, elle avait promis que ce serait temporaire. Elle se tenait près de la porte d'entrée avec une valise à roulettes, les cheveux tirés en arrière, la voix encore plus tendue. Juste quelques mois, Mija. Je vais envoyer de l'argent. On va s'en sortir. Elle m'a embrassé sur la joue comme si c'était une faveur, pas un adieu. J'avais 14 ans. Rai en avait 9. Thomas ne l'a même pas raccompagné, il est resté sur le canapé à zapper, comme si ça n'avait aucune importance. Quelques mois sont devenus 1 an, puis 5. Puis, on a arrêté de cocher les dates sur le calendrier. À 16 ans, je savais déjà comment préparer le petit déjeuner préféré de Rai, remplir ses formulaires scolaires, vérifier s'il avait de la fièvre, et empêcher que l'électricité soit coupée. Thomas appelait ça « prendre ses responsabilités », mais pour moi, c'était plutôt comme être traîné vers l'avant pendant que tout le monde reculait. Il a arrêté de travailler peu après le départ de maman. Il disait que c'était son dos. Ensuite, ses genoux. Puis c'était « Pourquoi je me tuerais au boulot alors que ta mère envoie de l'argent ?» Finalement, même les virements ont ralenti, et il n'a toujours rien fait. À 18 ans, j'ai trouvé un boulot à plier des vêtements dans un grand magasin. Dès mon premier salaire, Thomas a tendu la main et dit « On est une équipe ici. » Je lui ai donné. Loyer, courses, câbles, bière, peu importe. J'ai tenu la maison debout pendant qu'il restait assis. Rai, c'était le chouchou, le créatif, toujours à vouloir les nouveaux écouteurs, la dernière version du téléphone, des chaussures plus chères que mes heures de travail hebdomadaires. J'ai essayé de demander à Thomas si Rai ne devrait pas contribuer, lui aussi. Il a rigolé en ouvrant une bière. Laisse ton frère vivre. Toi, t'as déjà eu ta chance. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire par là. Ma chance de quoi? Dormir? Aller à la fac? Être en paix? La maison était petite. Les murs, en papier. J'entendais tout Rai rentrant tard en douce, Thomas parlant de moi comme si j'étais une épouse sévère au lieu de sa fille. Comme si ma rigueur était un défaut plutôt que la seule raison pour laquelle on n'était pas enseveli sous les dettes. Je me souviens d'une fois, debout dans le couloir avec une serviette mouillée dans les mains, à les entendre rire pour une bêtise. Je me sentais comme un fantôme encore chaud, encore debout, mais complètement invisible. Et même là, je restais parce que je pensais que c'était ça, la famille. Tu soutiens le toit, peu importe combien il pèse sur toi. Mais peut-être que je ne le soutenais jamais vraiment. Peut-être que je faisais juste en sorte de rester dessous, en attendant qu'il s'écroule.
Cette valise près de la porte, ce n'était plus de la peur. C'était un signal. Et le lendemain, j'ai entendu quelque chose qui a rendu ma décision encore plus claire. Je n'avais jamais eu l'intention de rester aussi longtemps à ce travail. Au départ, c'était juste une porte de sortie de n'importe laquelle. Assistante en inventaire dans une entreprise de logistique alimentaire. J'arrivais tôt, je partais tard, je disais merci plus souvent que nécessaire. 5 ans plus tard, j'étais responsable logistique, puis superviseur. À la 7e année, je gérais les expéditions régionales et des gens qui m'appelaient autrefois la gamine. Les augmentations arrivaient doucement, régulièrement. Rien de tape à accent grave l'œil, rien de bruyant, mais l'argent s'accumulait. Et pourtant, je n'en ai jamais parlé à la maison. Chaque jour de paie, je retirais la même somme que celle que je gagnais à 19 ans. Je la donnais à Thomas dans une enveloppe blanche et le laissais croire que c'était tout. Parfois, il hochait la tête, grognait un merci s'il était de bonne humeur. Ray n'a jamais demandé où je travaillais. Je ne pense même pas qu'il connaisse le nom de l'entreprise. J'ai ouvert un compte épargne séparé, dans une autre banque, avec un autre identifiant que Thomas ne pourrait jamais deviner. Au début, c'était quelques centaines, puis quelques milliers. Je regardais les chiffres monter comme certains regardent la marée. À la maison, rien n'avait changé. Même carrelage fendu, même canapé d'occasion, même promesse vide. J'avais commencé à utiliser des mots comme « heure sup » ou « baisse d'heure » quand j'avais besoin d'espace, et il ne posait jamais de questions. Peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Je déjeunais seul la plupart du temps, mais un jour, lors d'une rare pause, je suis tombée sur Amara DRH. On travaillait ensemble sur le terrain avant qu'elle monte en grade. Elle m'a souri en me voyant. « Tu survis toujours », plaisanta-t-elle. Plus ou moins. Elle s'est penchée, plus sérieuse. « T'as toujours eu la tête sur les épaules. Mais ma fille, tu portes ta famille comme une croix. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste mâché plus lentement. Elle m'a regardé un instant. Puis, tu sais, l'amour n'est pas censé ressembler à de la servitude. J'ai ri, parce que c'est ce que je fais quand quelque chose me touche trop profondément. Mais ces mots sont restés avec moi sur le trajet du retour, pendant que je pliais le linge, pendant que je faisais semblant de ne pas entendre Ray à travers le mur me demander encore $40 pour quelque chose de super important. Ce soir-là, j'ai transféré plus d'argent sur le compte d'épargne. Ce n'était plus juste de l'argent que je collectionnais. C'était des options. Et quelques semaines plus tard, quand j'ai accidentellement laissé un papier sur mon bureau, ces options allaient être dévoilées plus vite que je ne l'aurais voulu. C'était une erreur, une petite une que je ne fais jamais d'habitude. J'avais imprimé une fiche de paie récente pour une vérification bancaire, et au lieu de la ranger dans le dossier habituel sous mon matelas, je l'avais laissée sur mon bureau. Je m'étais dit que je la classerais le soir même, mais je suis rentrée tard, j'ai balancé mon sac sur le lit, et j'ai oublié. Le lendemain, Ray m'attendait dans le couloir, les bras croisés, le visage rougi par un mélange de colère et d'incrédulité. « C'est ça qu'il te paie » dit-il en agitant le papier comme si c'était une preuve de trahison. Je n'ai pas répondu. Il savait déjà. « Donc t'as amassé de l'argent pendant qu'on galérait ?» Sa voix se brisait, comme s'il ne savait pas s'il voulait pleurer ou hurler. Je suis passée devant lui. « Ça ne te regarde pas. » Il m'a suivi. « Tu vis ici, non ? Tu manges notre bouffe, tu t'assois sur notre canapé, et t'étais assise sur du fric. » Avant que je puisse répondre, Thomas était déjà assis à la table de la cuisine, lisant la fiche de paie lui-même. Ses yeux se sont plissés. « C'est vrai ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Il a frappé la table du plat de la main. « Espèce d'égoïste. Ray veut aller à la fac. Moi, je dois faire tourner cette maison. Et toi, t'empiles du fric en faisant semblant qu'on est à sec. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit calmement. Vous avez juste supposé que je resterais pauvre pour vous arranger. » Thomas s'est levé, la poitrine gonflée comme si ça voulait encore dire quelque chose. Bon, ça va changer. À partir de maintenant, 80% de ça va à Ray. Il a des rêves, un avenir. Et les 20% restants, je les ai mérités pour avoir tenu cette famille. Le silence dans la pièce était lourd, comme un couvercle qui se referme sur quelque chose de brûlant. J'ai regardé Ray. Il n'a pas bronché. Il avait même l'air fier. C'est là que c'est arrivé. Pas de la colère, pas de la peur, juste du calme, comme une horloge qui s'arrête. Quelque chose en moi s'est tu. Pas le genre de silence qui évite le conflit, mais celui qui construit des murs. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié.
J'ai juste marché jusqu'à ma chambre et fermé la porte. S'ils pensaient que l'argent était un moyen de contrôle, ils allaient bientôt découvrir ce qui se passe quand celle qui tient le toit décide de lâcher prise. Le lendemain matin, j'ai ouvert le placard et tiré la valise jusqu'au bout. J'ai fait ma valise lentement. Pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais ressentir chaque pli, chaque clic de la fermeture éclair. Je ne faisais pas que remplir un sac. Je revendiquais ce qui m'appartenait, des vêtements achetés en solde, une tasse ébréchée de ma première promotion, un carnet que personne ne savait que je tenais. Je n'ai pas pris grand-chose, juste de quoi vivre. Le reste, je l'ai laissé derrière, des couvertures usées, la culpabilité héritée, les histoires qu'ils racontaient sur celle que j'étais censée être. À minuit, la maison était silencieuse. La porte de rail était fermée. Thomas s'était endormi sur le canapé, la télévision projetant une lumière bleue sur son visage. J'ai glissé les vieilles clés de mon trousseau et les ai posées sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots, pas d'adieu. J'étais presque à la porte quand il a bougé. Ses yeux se sont ouverts, puis plissés. « Tu vas où comme ça, bordel ?» Je n'ai pas arrêté de marcher. Il s'est redressé. « Tu abandonnes ta famille. » Encore ce mot. Famille, comme si ça devait m'attacher à eux. J'ai tourné la poignée, puis je l'ai regardé par-dessus mon épaule. Non. Je me libère de l'idée que j'en ai jamais eu une. Il s'est levé, chancelant mais furieux. Tu reviendras en rampant. Ne crois pas qu'on sera là à t'attendre. Je n'ai pas répondu. L'air dehors était frais, pas dramatique. Pas d'orage, pas de sirène, juste le bruit sourd de mes bottes sur l'allée et la nuit qui respirait calmement autour de moi. J'ai conduit jusqu'au petit studio pour lequel j'avais déjà payé le premier et le dernier mois de loyer, un appartement calme dans un coin au-dessus d'une boulangerie fermée. Les escaliers grinçaient, les murs avaient besoin de peinture, mais l'espace était à moi. J'ai posé ma valise, je me suis assise par terre, adossée au mur. Personne ne criait dans la pièce voisine. Personne ne demandait où était l'argent. Juste le silence. Pas celui que je redoutais autrefois, mais celui qui me laissait enfin la place d'entendre mes propres pensées. Le lendemain matin, j'ai acheté un vrai matelas. Rien de luxueux, juste un qui ne s'affaissait pas au milieu. J'ai fait du café dans une cafetière basique et je l'ai bu assise au sol. Ça avait le goût de quelque chose qui m'avait manqué sans que je le sache. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans me réveiller une seule fois. Et 3 mois plus tard, quand le téléphone a sonné près de minuit, j'ai failli ne pas décrocher. Il était 23h04. Je me brossais les dents, à moitié distraite par une vieille playlist qui tournait dans un haut-parleur au coin de la pièce, quand le téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais quelque chose dans le timing m'a dit exactement qui c'était. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Puis il a sonné à nouveau. J'ai décroché au 3e appel. Isla ? La voix de Ray était tendue, désespérée. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai rien dit. On est en train de se faire expulser, lança-t-il d'un trait. L'avis est définitif. Ils viennent lundi. On pensait avoir plus de temps, mais sa voix se brisa. On n'a nulle part où aller. Je me suis assise sur le bord du lit, la serviette encore autour du cou. S'il te plaît, répéta-t-il. Tu as de l'argent. Aide-nous juste à couvrir ce mois. Après, on trouvera une solution. Un silence. Puis une autre voix prit le téléphone. Thomas, ai-je dit. Tu crois que tu peux partir comme ça et nous laisser couler ? Sa voix était pleine de cette même colère qu'il utilisait quand je servais le dîner en retard ou que je ne pliais pas les serviettes à son goût. On t'a donné une maison, un toit, une famille. Tu nous dois ça. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ce mensonge était tellement usé qu'il ne tenait plus debout. C'est moi qui ai acheté la nourriture, ai-je dit. C'est moi qui ai payé les factures. Ce toit, il est resté debout parce que je vous donnais mon salaire et que je fermais ma gueule. Il a essayé d'intervenir, mais j'ai continué. Vous m'avez donné le silence. Vous m'avez donné la honte. Vous m'avez donné 100 raisons de partir, et pas une seule de revenir. Un silence abasourdi. T'es pas comme ça, chuchota Ray en arrière-plan. T'as toujours été celle qui tenait tout ensemble. Justement, ai-je dit. Je le tenais. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe quand je lâche. Puis j'ai raccroché. Le silence qui suivit ne semblait pas cruel. Il semblait mérité. Et 2 semaines plus tard, lorsqu'un autre appel arriva, cette fois du Texas, je ne reconnus pas le numéro jusqu'à ce que j'entende sa voix.
La voix était plus âgée que dans mes souvenirs, plus lente, mais toujours acérée dans ses intonations. Comme si le temps l'avait adoucie, sans la changer. Isla, dit-elle. C'est ta mère. Je ne dis rien. Elle soupira. J'ai entendu ce qui s'est passé. Thomas et Ray me l'ont raconté. Comment as-tu pu les laisser comme ça? Ma mâchoire se crispa. Tu veux savoir comment? Ne sois pas sur la défensive, coupa TL. J'essaie juste de comprendre. Ce sont ta famille. Non, dis-je. C'était ta famille. Moi, j'étais la roue de secours, le plan B quand tu es parti et que tu n'es jamais revenu. Elle resta silencieuse un instant. Puis, avec un calme forcé, je devais partir. Tu le sais. Je l'ai fait pour nous. Tu l'as fait pour l'argent, dis-je. Et peut-être que c'était juste. Mais tu n'as pas appelé pour les anniversaires. Tu n'es pas revenu quand Ray a redoublé de classe, ni quand j'ai eu une pneumonie. Tu ne t'es pas demandé si j'allais bien. Tu as seulement demandé si les factures étaient payées. Ce n'est pas vrai. Et si, ça l'est, dis-je. Et j'ai fait tout ce que tu demandais. J'ai tenu la maison debout. Je suis restée alors que je n'aurais pas dû. J'ai élevé mon frère pendant que papa buvait, et toi, tu envoyais des chèques sans adresse de retour. Et maintenant, tu veux me demander pourquoi je suis partie. Elle inspira brusquement. Tu aurais quand même dû rester. Ces mots m'ont frappé plus fort que le silence précédent. Pas parce qu'ils m'ont surprise, mais parce qu'ils ne m'ont pas surprise. J'ai regardé le mur en face de moi. Sans colère, ni tristesse. Juste, c'était fini. Je ne suis pas ton remplacement, dis-je. J'étais ta fille. Et maintenant, c'est fini. Isa. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai raccroché. Puis j'ai affiché son contact, appuyé longuement, et bloqué le numéro. Il n'y avait aucune satisfaction, aucun sentiment de puissance. Juste le soulagement calme d'un poids en moins à porter. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé du thé. Je me suis assise près de la fenêtre, rideaux ouverts, regardant les lampadaires s'allumer. Et quand je suis allée me coucher, j'ai dormi les deux bras hors des couvertures, comme si je n'avais plus rien à protéger. Le matin venu, j'ai consulté mon compte épargne. J'ai transféré un peu dans mon fonds voyage. Je pensais à l'Oregon. Et exactement 1 an après la nuit où je suis partie, je répondrai enfin à la question que j'avais toujours eu peur de poser. À quoi ressemble une vie quand elle t'appartient vraiment? Ça fait 1 an. Ray travaille dans un garage de pneus la journée et fait des livraisons de courses le soir. Thomas conduit pour Uber le matin et fait la sieste l'après-midi. Ils ont déménagé dans un petit appartement près du dépôt de bus. Pas de jardin, pas de canapé, pas de frigo à bière, juste 4 murs et un loyer à payer. Je ne le sais pas parce que j'ai demandé. Je le sais parce que le silence n'empêche pas les gens de publier. Les mises à jour arrivent comme des cartes postales que je n'ai jamais demandées, une photo taguée ici, une plainte là. Ils survivent aujourd'hui. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Moi, je vis toujours dans le petit studio au-dessus de la boulangerie. La peinture s'écaille encore, mais les livres sur mon étagère sont à moi. Les matins aussi lents, doux, remplis de thé à la lavande et de lumière dorée qui filtre à travers les rideaux. J'ai ajouté plus de plantes. Elles ne parlent pas. Elles n'exigent rien. Elles grandissent quand je les arrose. Le dimanche, je vais au marché fermier. Je choisis des légumes que je ne sais pas toujours cuisiner. Et je prends mon petit déjeuner seul, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi ça me suffit. Je ne rentre pas pour les fêtes. Je n'envoie pas de nouvelles. Je n'appelle pas. Certains diraient que c'est froid. Moi, je pense que c'est juste exact. Parfois, j'écris dans un journal. Pas tous les jours, mais quand le silence semble vaste et plein au lieu de vide, j'écris de petites vérités que je n'ai jamais pu dire à voix haute. Comme celle-ci. On dit que la paix, c'est le pardon. Mais je pense que c'est juste ne plus avoir à se justifier. J'ai relu cette phrase hier soir, et j'ai compris quelque chose. Ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Ils aimaient la version de moi qui donnait jusqu'à en souffrir, qui ne disait jamais non, qui comblait les vides sans qu'on le lui demande. Mais je ne suis plus cette fille. Maintenant, je dis non. Maintenant, je pars. Maintenant, je vis sans me rapetisser. Et cette version de moi? Elle n'attend plus d'être comprise. Elle attend le prochain chapitre.